Bonjour, bienvenue à l'actualité de ce vendredi. Est-ce que la reprise est là, bien là, ou est-ce que c'est terminé? On a eu ce chiffre de l'INSEE qui a révisé la croissance à la baisse pour l'année 2016 à 1,3%. En juin, l'INSEE espérait 1,6%. Donc on est toujours devant cette grande question. Est-ce que c'est un trou d'air ou le début de la fin? Voilà. Après, on va se poser les grandes questions autour de la façon pour retrouver une croissance un peu plus solide, un peu plus épaisse. Et justement, un grand désarroi sur comment relancer la croissance. Ça, on l'a observé un petit peu partout. Et est-ce qu'il va falloir ou pas se résoudre à faire de la relance par l'investissement public, dans l'idée que cette fois-ci, cet investissement public serait vraiment d'avenir, serait vraiment vertueux, qu'il ne s'agirait pas de dépenses de fonctionnement. Un chiffre sur lequel on va réagir, 225%. 225%, c'est le montant total de la dette à travers le monde, d'après le FMI. Et puis, il y a eu des rumeurs selon lesquelles peut-être que la BCE pourrait mettre un peu la pédale douce sous son programme de rachat d'actifs. Bon, c'est démenti en tout cas par le chef économiste de la BCE, Peter Pratt, qui dit qu'il n'en est pas question pour l'instant. On va commencer cette émission, comme tous les premiers vendredis du mois, par la météo du business. La météo du business, il s'agit d'une enquête réalisée au plus près du terrain par Météo Job et Booster Academy pour savoir véritablement comment vivent les commerciaux qui, eux, sont dans la véritable vie. Bonjour Philippe Deljury de Météo Job pour cette météo du business. Qu'est-ce que vous nous racontez donc ce mois-ci? On a vu une tendance plutôt sympa à la fin de l'été. Evelyne Platnik-Cohen, là, le mois dernier, c'était plus mitigé. Donc là, je vous écoute. Oui, alors, du coup, on s'est posé la question avec Evelyne. On a regardé un petit peu l'historique depuis le mois de janvier, parce qu'effectivement, on a l'impression d'être toujours un tout petit peu à contre-courant de ce qu'on entend dans notamment les indicateurs macroéconomiques. Et donc, nous, ce qu'on a vu, c'est que les 3-4 premiers mois de l'année avaient été plutôt tranquilles, enfin pas terribles. Il y avait eu une bonne surprise quand on était venu au début mai pour le mois d'avril. Et puis ensuite, depuis, le soufflet est un tout petit peu retombé. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, avec quelques mois d'avance, on arrive quand même à recoller en fait avec ce qui se passe, notamment sur le front de l'emploi et de l'augmentation et de la baisse du chômage. Donc, c'est toujours intéressant. Ça s'appelle un indicateur avancé, ça. Alors après, je dirais pas que ce qu'on fait, c'est un petit peu du doigt mouillé quand même, parce qu'on interroge des commerciaux. On n'a pas la prétention d'être complètement scientifique dans nos méthodes, mais en tout cas, ça donne une première indication de ce qui se passe sur le terrain. Et donc là, ce qu'on constate pour le mois de septembre, c'est que on retrouve en fait les chiffres du mois de septembre d'il y a un an. Donc c'est pas terrible, mais on est dans une espèce de voilà, c'est ce que vous disiez, un petit peu de croissance molle. Donc globalement, ça se passe pas si mal que ça, mais il y a rien qui montre que dans les indicateurs qu'on mesure, c'est-à-dire dans le pipe, dans le cycle de décision, que globalement ça va s'accélérer dans les prochains mois. Les cycles de décision, on le voit, sont quand même un tout petit peu rallongés, et ça ça veut dire que les affaires se font pas si vite que les gens aimeraient qu'elles se fassent sur le terrain. Voilà. Alors on constate aussi, et on a commencé à regarder, et la prochaine fois on vous fera un état des lieux par grande typologie de secteurs. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a une grosse disparité entre secteurs. Il y a quelques secteurs qui tirent leur épingle du jeu, notamment tout ce qui est l'économie digitale, où là on a une vraie croissance. On est sur des taux de chômage qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres d'emploi que de demandeurs. L'économie digitale a un taux de chômage négatif, ça alors. Ah oui, non, mais c'est pas mal de le dire comme ça. C'est pas comme ça qu'on a l'habitude de le raconter. On est en train de nous dire que le numérique va tuer nos boulots. Pour l'instant, il est quand même en train d'en créer. On est d'accord, voilà. Et donc justement, on a posé la question. On s'est dit, mais le numérique pour l'ensemble des personnes qui sont sur le terrain et qui font du commerce, c'est quoi? C'est une menace, une opportunité, une inconnue. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à plus de 50%, la première réponse, c'est une opportunité. Donc les gens voient plus dans le numérique et ce que ça va pouvoir offrir dans les entreprises une opportunité très 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 loin devant éventuellement une menace ou une inconnue. Voilà une sacrée nouvelle quand même pour terminer la semaine. Merci Philippe Deljury, on vous retrouvera ou Evelyne Platnik-Cohen, je ne sais pas qui viendra dans un mois pour une nouvelle météo du business. Charles Gave, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de Gavcar Research et de l'Institut des Libertés. Et alors vous publiez un nouvel ouvrage, on va en dire, je vais présenter tout le monde, on va en dire un mot juste après, qui s'appelle Sire, surtout ne faites rien, vous nous avez assez aidé, publié chez Jean-Cyril Godefroy. Pierre-Henri de Menton, bonjour. Bonjour. Directeur délégué de la rédaction de Challenge, à la une cette semaine, le salaire des cadres, ceux qui gagnent, ceux qui perdent. Et puis il y a un papier, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, sur Alstom, qui est d'une tonalité totalement différente de la bronca anti-plan de sauvetage qu'on a
entendu cette semaine et qu'on a d'ailleurs nous-mêmes véhiculé sur BFM Business. Xavier Tarbot, bonjour. Bonjour. Directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Nouveau livre donc, Charles Gave. Alors j'ai pas eu le temps de me plonger intégralement dedans, mais j'ai quand même fait un petit tour. Oui. C'est à se tirer une balle. Parce que les raisons d'espérer sont globalement à la fin sur 10 pages et sur les 230 pages qui précèdent, on se demande ce qui va nous sauver, quoi. Ben, écoutez, ça donne pas le moral. Alors je dis pas qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de réflexion, c'est un condensé de quantité de chroniques que vous avez pu faire et que vous avez réorganisé par chapitre. Bon, très bien. C'est un peu sombre. Ben écoutez, si on est géré comme des cochons depuis 20 ans, il faut pas s'étonner que les résultats soient mauvais. Enfin, on est toujours là, Charles Gave, depuis 20 ans. Et on place notre dette d'ailleurs d'accord de manière un peu anormale, mais à des taux historiquement bas. Et puis on s'est relevé de la peste noire, et puis on s'est relevé des deux guerres. Enfin, bon, je sais pas. Je sais bien, mais en général, on a pris des mesures courageuses pour s'en relever. Rapprochez-vous du micro un peu. On a pris des mesures courageuses pour s'en relever. Ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est une chose assez simple. Je suis parti de l'analyse de Karl Popper, vous savez, la société ouverte, la société de liberté. Quelles sont les conditions pour qu'il y ait une société de liberté? Première partie. Quels sont les ennemis de la société de liberté aujourd'hui? Je les ai décrits, j'ai décrit leur méthode. Et finalement, j'ai fait quelques cas d'analyse. 2 cas en se servant de ces outils que j'avais mis au point pour expliquer que dans le fond, on peut tout à fait analyser le monde tel qu'il est, arriver à des résultats parfaitement rationnels, simplement par la logique. Ce que j'essaye de montrer, c'est que l'économie est une branche de la logique et non pas des mathématiques ou de l'astrologie, quoi. Pour vous, c'est une branche de la logique. Pour certains, c'est une science expérimentale. Vous rigolez? C'est une branche de la logique. Allez-y, oui, non, continuez, oui. Vous rigolez, une branche de la logique, si vous pouvez pas, ça peut pas être une science expérimentale, puisque vous pouvez pas refaire les expériences en bloquant les variables qui n'ont pas changé, en bloquant les variables, en laissant qu'une bouger. Donc c'est une branche. Les variables, vous pensez à quoi? Vous pensez je ne sais pas si par exemple, mettons, puisque on va en parler, l'État coupe massivement les dépenses. Bon. Est-ce que ça va faire de la croissance? Est-ce que ça va faire de la décroissance? Il y a quand même des exemples historiques. Oui, je reviens, alors c'est la petite polémique du moment sur ce livre. Le négationnisme économique, on en a parlé mardi avec l'un des auteurs. Mais depuis une quinzaine d'années, beaucoup d'économistes maintenant travaillent avec des méthodes expérimentales. Alors je vais prêcher pour votre paroisse, mais par exemple sur les 35 heures, il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites, historiques, qu'on voit. Là où ça a été appliqué, ça ne crée pas d'emploi, ça ne marche pas le partage du travail. C'est prouvé. Alfred Sauvy, sur une politique de laissez-le finir. Oui, bien sûr. Sur une politique de dépenses, il y a des moments, alors c'est moins tranché, des moments où ça marche, des moments où ça marche pas, ça dépend du cycle économique. Donc il y a quand même des choses. On va dire que la science économique pourrait se rapprocher un peu de la médecine, c'est-à-dire que on ne sait pas la date de votre mort, etc. On peut pas vous prévoir, mais on peut quand même expliquer un certain nombre de choses. Et c'est tout le problème des politiques, effectivement, qui n'ont cure de ces expériences et des travaux de la science économique, comme ce que fait Jean Tirole, ce qu'on appelle les orthodoxes. Donc il y a quand même des choses. Mais je ne dis pas que la science économique ne sert à rien. Je dis qu'autrefois, la science économique, ça s'appelait l'économie politique, et que c'était une bien meilleure traduction de ce qu'on essaye de faire, puisqu'on est sans arrêt à la limite de la politique. Tandis que prétendre que ce que j'essaye de dire, c'est que les économistes essayent désespérément de faire croire qu'ils sont des scientifiques, alors qu'il y a une marge d'erreur dans tout ce qu'ils racontent qui est tout à fait remarquable. Et personnellement, j'ai toujours travaillé sur la réalité, sur l'expérience. Et je me suis pas plus mal débrouillé qu'un autre, mais ce que j'essaye de dire toujours, c'est que si quelqu'un pouvait faire des prévisions, le socialisme marcherait. Et on sait très bien que le socialisme ne marche pas, il n'a jamais marché, ou le communisme marcherait. Donc ce que j'essaie de dire tout simplement, c'est écoutez, vous êtes gentil, mais c'est une forme de la logique. Si vous crachez en l'air, ça vous retombe sur la figure en général, sauf s'il y a du vent. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire, quoi. C'est en aucun cas une science dure. Pourtant, il y a bien un moment, il faut prendre des choix politiques en matière économique. Ce que disait Alfred Sauvy, qui était un de mes grands hommes, qui était un homme de gauche d'ailleurs. Alfred Sauvy disait toujours, le rôle de l'économiste, c'est d'être un observateur éclairé. Et il n'y a que 2 hommes politiques dans sa carrière de Sauvy, qui a duré longtemps, qui ont fait attention à ce qu'il disait pour essayer de comprendre ce qu'il disait, qui l'ont demandé des conseils. C'était Mendès France et Paul Reynaud. Il dit tous les autres, ils en avaient rien à cirer parce que les élections cantonales étaient la semaine prochaine. Bon.
Xavier Tabot, on va pas ouvrir un débat sur les 35 heures. Les chiffres de l'INSEE, si je vous dis que c'est un trou... Pardon ? On pourrait. On l'a déjà fait de manière imprévue, ça nous est arrivé. Oui. Bon, non, rouvrons pas le débat. Il y a des vérités qu'on pourrait vouloir rétablir. Mais bon. Si vous me le faites très court, on y va. Je le fais très court. Xavier. Donc, vous vous référiez à des analyses empiriques, des expériences qui démontreraient que la durée du travail ne crée pas d'emploi. Donc c'est complètement faux. C'est complètement Vous faux. voyez, on n'est même pas d'accord sur le C'est diagnostic. complètement faux. L'expérience en question est une expérience qui a été menée par Étienne Vasmer et Chemin. Il y en a eu plusieurs. Oui, mais enfin, c'est principalement celle-là, et qui regarde ce qui se passe quand on fait une réduction de 20 minutes de la durée du travail en Alsace par rapport à d'autres départements. Et qui dit, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est que la productivité augmente, et il n'y a pas d'emploi créé, ni d'emploi détruit. Mais, je veux dire, est-ce que ça, c'est une démonstration de quoi que ce soit ? Ça nous démontre que, en fait, on ne peut pas conclure quand il y a une petite variation de la durée du travail, et que quand il y a une petite variation de la durée du travail, ni ça ne crée, ni ça ne détruit d'emploi, et ça se traduit par une augmentation de la productivité. Mais quand on regarde, Non, vous regardez macroéconomiste, vous regardez la productivité. Vous regardez en France, attentivement toutes les analyses Ouais. qui ont été faites sur la durée du travail, toutes les simulations ex ante, etc. La question de savoir quel est l'impact sur la productivité du travail, et en particulier l'idée selon laquelle quand on baisse la durée du travail, on augmente la productivité du travail, est une idée qui est toujours présente. Donc, de ce point de vue-là, cette étude ne nous dit rien sur qu'est-ce qu'on peut attendre d'une baisse de la durée du travail. Voilà. Après qu'on veuille en conclure rapidement en disant, à partir de ça, j'ai une grande généralité qui est que quand je baisse la durée du travail, je crée pas d'emploi, et j'en ai une démonstration vous scientifique. caricaturez un peu. Enfin, je ne vais pas me faire l'avocat de. Une démonstration scientifique. Non, on va. Non, si, c'est un débat passionnant, mais. Non, mais on a. Après Xavier. Il y a un chômage de masse, quoi. Il faut. Après Xavier Tabot, on a un peu une forme d'intuition que passer de 35 à 32 heures. Une intuition, là, c'est plus du tout de la science. Passer de 35 heures à 32 heures, ça paraît un peu anachronique quand même, mais bon. Nicolas, une intuition, on peut en discuter, Ouais. etc. Je vous dis pas, il faut passer de 35 heures à 32 heures. Je dis juste, ceux qui disent, j'ai la preuve. Et pourquoi pas zéro? J'ai la preuve. Ce serait une bonne idée de passer à zéro. J'ai la preuve. J'ai la preuve. Attendez, c'est terminé. Xavier, finissez, on parle de la reprise après. Alors, allons jusqu'au bout du raisonnement. Non, Xavier Tabot, terminé. Donc j'ai la preuve que, en diminuant la durée du travail, je ne peux pas créer d'emploi par les éléments que j'ai. Ça, c'est extrêmement abusif. Ça n'est pas dans les éléments qui ont été mis sur la table, et ça n'est pas les choses qui sont démontrées. Allez, je me tourne vers Pierre-Henri de Menton. Comment vous lisez les chiffres de l'INSEE? Est-ce que vous vous dites, le troisième trimestre un peu moyen parce que le deuxième était pas très bon, ou ça sent le roussi? Non, écoutez, alors moi là, c'est plutôt Xavier Tabot, le conjoncturiste. Moi, je constate juste que c'est quand même terriblement décevant. C'est décevant. Oui, et l'impression qu'on a, c'est ce que disait aussi le baromètre Météo Job, c'est que on est en croissance molle et tout est un peu là maintenant, un peu gelé, ce qui est assez classique avant des échéances comme celle qu'on va avoir. Et puis il y en a d'autres. Comment ça va s'organiser le Brexit? Il y a des élections un peu spéciales aux États-Unis, etc. On comprend qu'il y a une sorte un peu de gel des intentions des acteurs économiques là en ce moment. Après, est-ce que la trajectoire est toujours bonne? Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une politique de l'offre qui a été mise en place en France. Il y a eu un vrai tournant, on va dire pro-business quand même, 2014. et que ça marche pas, c'est parce que le truc sont là, l'investissement est un peu reparti. Oui, mais vous avez vu la grande déception, ça a quand même été, alors c'est sans doute pas scientifique, etc., mais on a quand même demandé, c'est plutôt une bonne chose, à des économistes de regarder quels étaient les effets du CICE. C'est terriblement décevant, alors que c'est une mesure qui a quand même coûté beaucoup d'argent. Ouais, ils sont très prudents encore, Pierre-Henri. Oui, enfin, vous voyez dans le détail, vous prenez les côtes de Vesmar, là, de ce qu'il dit. C'est terriblement décevant, parce qu'on a fait une mesure très large pour créer à la fois de l'investissement et de l'emploi. Résultat, on a créé ni investissement ou un tout petit peu des deux, mais c'est ridiculement faible. Donc voilà, ça c'est encore une fois, je pense, une progression des choses, c'est plutôt bien. Alors, on peut critiquer l'économie expérimentale, mais là, ex post, on demande à des économistes de juger du bienfait ou pas, du bien fondé d'une politique, d'une décision politique, de politique économique par des experts. Et
C'est assez courageux de la part du gouvernement. Alors ça a C'est été le fameux comité emballé. de suivi. Hein, Monsieur Pisani-Ferry a un peu emballé France ça quand même. Stratégie, ouais. Mais c'est plutôt bien et c'est extrêmement décevant. Et je pense que c'est parce qu'on est parasité par des tas de petites mesures un peu idéologiques Il y a des choses à côté. qui font que les gens comprennent plus rien, quoi, les chefs d'entreprise. On a fait 3 pages là-dessus sur Challenge. C'est très intéressant. Pourquoi une politique de l'offre globalement pro-business marche pas dans ce pays? C'est parce qu'il y a une espèce de gang, à mon avis, un peu idéologique qui fait que on a relancé le débat sur les 32 heures. Oui. C'est quand même un peu bizarre, quoi. Dans les chiffres de l'INSEE, il y a quand même un élément positif, c'est qu'ils s'attendent à un recul du taux de chômage d'ici la fin de l'année, avec un taux de chômage à 9,5%, ce qui confirmerait que l'emploi est toujours à la queue de peloton, et c'est ce qui revient en dernier. Et puis ça pourrait donner un peu de crédit à l'effet de ce CICE. Mais là, c'est vrai qu'on est pour l'instant sur des probabilités et des fourchettes très larges d'emplois créés ou sauvegardés. Ce qui rappelle un peu les premiers 12 Tout ans. ça avec le fameux alignement des planètes. Donc, Xavier, votre lecture des chiffres de l'INSEE, quel mot vous mettriez dessus? Trou d'air, fin de reprise, n'ayez pas peur. On est face à des chiffres qui sont, moi je dirais, préoccupants, dans le sens où ils sont décevants par rapport à ce qu'on pouvait attendre. On a un certain nombre d'explications pour cette déception, qui sont liées à la fois à toutes les manifestations, les incidents, les grèves qu'il y a eu autour de la loi travail, qui ont eu un impact, on le sait, à la fois aussi de l'impact des attentats. Clairement, c'est sur ce que dit l'économie l'INSEE, française. hein. Voilà. Ça fait partie des explications. Et alors pourquoi c'est préoccupant? En fait, la question est de savoir, est-ce que ces événements, les attentats, les grèves, et il faut bien les dissocier évidemment, est-ce que ce sont des événements qui ont un impact ponctuel, et puis ensuite les choses reprennent leur cours assez... Pas de façon très glorieuse, hein, je veux dire, on est toujours dans un schéma où c'est un peu compliqué. Cette reprise est une reprise qui est globalement très décevante, avec beaucoup On de a facteurs rarement eu des d'incertitude, reprises etc. aussi faibles, hein, quand même. Oui, Sans doute jamais, d'ailleurs. et ça c'est une question importante, c'est-à-dire voilà, ça c'est même la question centrale, c'est pourquoi la reprise est si faible et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle soit moins On va faible. en parler avec Charles. Mais dans les c'est peut-être parce qu'on est gouverné par des cochons, ou peut-être parce que Absolument. les cochons qui grognent contre ceux qui nous gouvernent n'ont pas compris qu'il y avait d'autres questions. Mais bon, c'est la faute des... Vous savez, c'est comme dans les... Allez, l'île aux cochons. finissez Xavier, on marquera une pause après. Donc, Dans la ferme des animaux. oui, c'est ça. Ou la baie des cochons, plutôt disons. terminé donc sur Il y a ces le chiffres de pauvre cheval l'INSEE. qui travaille pas assez. Et effectivement, les raisons. Pendant que les Et cochons donc, s'engraissent. alors la question quand même qu'il y a derrière, et en particulier la question sur les attentats, c'est est-ce que cet impact va être ponctuel ou est-ce qu'il risque d'être plus persistant? On a toujours dit s'il y avait des répliques, effectivement, on ne maîtrise plus les conséquences. On a eu des répliques. On est beaucoup préoccupé par notre compétitivité, notre industrie, et on oublie que le tourisme est un des secteurs essentiels de notre compétitivité et de notre balance courante, et que dans la période récente, en fait, on observe un certain redressement de notre balance courante industrielle. Mais par contre, du côté des services, on a des évolutions qui sont assez préoccupantes. Et il y a là une question qui se pose, c'est-à-dire cette économie française qui est assez spécialisée dans le tourisme, qu'est-ce qui va se passer dans un monde où il y a moins de tourisme pour différentes raisons, dont les questions de sécurité, d'insécurité. Soudainement, on va réaliser avec ces chiffres que le tourisme a un poids astronomique beaucoup plus important que celui ou que la place qu'on lui accorde régulièrement. Exact. Oui, la Fashion Week a été l'occasion de rappeler que la mode avait un poids qui était supérieur à celui de l'automobile et de l'aéronautique. Mais il ne faut pas oublier que la mode et son vecteur aujourd'hui de vente, c'est beaucoup le tourisme, c'est-à-dire c'est beaucoup ces touristes étrangers qui viennent en Europe et en France pour acheter ces objets de luxe. On marque une pause. Dans un instant, Charles Gave, vous me direz, vous donnerez votre avis. Pourquoi est-ce que cette reprise, effectivement, cette fois-là, est beaucoup plus faible que ce qu'on a pu connaître par le passé? Mais globalement, vous prenez les décennies, pas décennie après décennie, et c'est quand même jamais très glorieux. Et on marque une pause, là, Xavier. Vous vouliez dire quoi, juste pour le titre? Un tout petit mot sur la politique de l'offre. Alors, la politique de l'offre, on en parle dans un instant. À tout de suite. Charles Gave, président de Gave Cal Research et président de l'Institut des Libertés. Dernier ouvrage qui sort là, en ce moment, Charles. Ah oui, il est sorti cette semaine. Cyr, surtout ne faites rien. Cyr, c'est qui? Sur Monsieur l'État, de façon D'accord. générale. Surtout ne faites rien. Vous nous avez assez aidé, publié chez Jean-Cyril Godefroy. Pierre-Henri de Menton, directeur délégué de la rédaction de Challenge, avec le salaire des cadres à la une cette semaine. Et puis Xavier Timbaud, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Juste un point important qu'on évoquait hors antenne sur le recul du tourisme qui a un impact sans doute beaucoup plus important qu'on ne le croit. Et on l'avait déjà raconté à ce même micro. En période d'état d'urgence, les tours opérateurs n'assurent pas leurs clients dans un pays en état d'urgence, ce qui explique qu'il y a un énorme déficit de touristes en France pour une raison quasi technique, j'ai envie de dire. Revenons à la question de la reprise, de la faiblesse de cette reprise. Charles Gave, quelle est votre vision de la situation ?
C'est J'ai dit amusant. en ouvrant l'émission que votre livre, c'était une corde au cou et que ça donnait pas envie d'y croire, mais est-ce que vous avez quand même des éléments, peut-être d'espérance? Je sais pas, allez-y. Tout à fait. Alors, revenons un petit peu en arrière. La dernière Pas trop, émission- hein. Non, pas trop. La dernière émission à laquelle j'avais participé ici, vous m'aviez posé la même question. Ça va mieux, vous vous souvenez? C'était le ça va mieux. Là, on n'en parle plus tellement du ça va mieux. Voilà. quand même. Je vous avais dit, écoutez, compte tenu de la façon dont la France est gérée, qu'il n'y a ni coût du capital, ni coût du travail, ni destruction créatrice, ni favoriser les entrepreneurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de coût du travail et de coût du capital. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de marché du travail parfaitement libre. Ah, de marché, d'accord. Il n'y a pas un prix du travail qui est un prix moyen où les gens font un échange. Le prix voulez du dire travail que- est déterminé par l'État. C'est lui qui détermine comment... Ouais, on va- enfin, juste... Allez, laissez-le Ouais, bon, alors, je reviendrai. finissez, vous réagissez. Donc, j'essaye simplement de dire qu'on est dans une société où il y a quasiment plus de prix. Comme les prix, c'est le système des prix, c'est ce dont se servent les entrepreneurs pour prendre leurs décisions. Si vous n'avez pas de taux de change, parce qu'il est faux, si vous n'avez pas de taux d'intérêt, parce qu'il est manipulé, si vous avez un prix du travail qui est contrôlé de toutes les façons possibles et imaginables, l'entrepreneur sait très bien que les prix qu'il a en face de lui sont des faux prix et il va arrêter de prendre des décisions. Donc il va s'asseoir sur ses mains, le prix va monter le cash qu'il a dans ses comptes, dans ses affaires, il va plus investir et s'il va l'investir, il va l'investir dans des pays où il y a des vrais prix qui sont de plus en plus rares dans le monde. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir une classe entrepreneuriale qui prospère si on n'a pas de prix. Ouais. Ni prix d'argent, ni prix des taux de change, Moi, je ni voudrais rien. juste Je reprendre suis pas sur sûr que ce message soit très audible pour tout le monde. Sur Sur, le- les taux de change et sur les taux d'intérêt, je ne crois pas que ce soit la responsabilité de l'État français actuellement en zone euro. C'est lui qui a choisi d'aller dans l'euro. Hein. Ah, attendez, ça c'est. Aujourd'hui, les taux que nous avons aujourd'hui, ça n'est pas une responsabilité directe de l'État français. Ce n'est pas un choix de Si politique l'État monétaire. français, non, mais si l'État français n'est pas responsable de ses taux d'intérêt, de ses taux de change, de sa politique budgétaire, et je ne sais quoi encore, à quoi sert-il? Et puis sur le prix du travail, d'accord, effectivement, il y a un salaire minimum qui est fixé par l'État, mais Et puis toutes les lois sociales. Le code du travail fait 3000 pages, non? Juste D'accord, sur le d'accord. prix du travail, moi Alors, je voudrais juste Pierre-Henri dire de ça Menton. parce qu'on fait justement un grand dossier sur le salaire des cadres. Donc on a étudié vraiment de près le prix du travail, en tout cas sur le marché des cadres. Il y a un marché de l'offre et la demande. On l'a vu là, le monsieur de Météo Job nous disait il y a un chômage négatif dans certains secteurs. Quand Le numérique, chômage est négatif, donc il y a un déséquilibre et le prix augmente. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a la grande nouveauté cette année, c'est qu'il y a des grosses disparités selon les secteurs et les activités. C'est bien la preuve qu'il y a quand même un Mais- problème, que c'est quand même lié à l'offre et la demande. Mais tout à Après, fait, mais... on peut Allez, se c'est le poser la finish. question, pourquoi il n'y a pas assez de gens dans le numérique? Et là, peut-être que l'État a une responsabilité sur le système de formation, par exemple, et choses comme ça. Mais il y a quand même, on peut pas dire qu'il n'y a pas de marché. qu'il y a Si, pas de- et j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit, par exemple, dans le domaine du numérique, il est évident que si vous êtes bon dans le numérique, vous allez à Londres ou en Californie. Vous n'allez pas vous embêter. Pas tous. Mais pas tous, mais enfin, dites-moi, les grandes écoles de commerce françaises, il y a 70 à 80% des gars qui trouvent du boulot immédiatement à l'étranger. Donc, me disent pas que, bien sûr, il y a un marché résilient qui reste là pour les 20%, parce qu'ils veulent rester à Paris, ou je ne sais où, mais il n'y a pas, le fait est que nous avons toute une partie de notre force de travail est la plus compétente, qui est aspirée par l'étranger. Je le sais très bien, quand je suis arrivé à Hong Kong en 2001-2002, il y avait 4000 Français, aujourd'hui il y en a 22 000. Il y a plus de Français aujourd'hui à Hong Kong qu'il n'y a d'Anglais. Ces gens sont partis parce qu'ils vivaient dans un pays trop administré où les prix Parce n'étaient que pas la libres. quasi-totalité d'entre eux Mais sont c'est- des entrepreneurs. Mais, sont des gars qui montent des boîtes. Est-ce que c'est si grave que ça? Enfin, je veux dire, c'est que Ah, c'est pas grave pour eux, ils vont très bien. c'est que l'économie a changé, elle est de plus en plus mondialisée, donc il y a un marché du travail qui Mais se la fait France est le pays qui a le plus de gens exportés maintenant, plus que les Philippines. Ce qui est Comment quand vous même réagissez, Xavier Timbaud, à cette notion du prix du marché du... Quand on dit que c'est un marché, le marché du travail, un marché, il y a effectivement un prix. Et comment vous réagissez à ce que dit Charles Gave en considérant que le marché du travail affiche des faux prix et que c'est serait donc l'une des raisons principales qui expliquerait que notre reprise ne serait pas au niveau espéré? Ça vous Comment laisse je réagis? dubitatif. Enfin, j'ai un peu l'impression de me tromper de porte là ce matin. Ah bon Oh bah oui, on était venu pour parler de l'économie française, de ce qui se passe, etc. Et puis là, on est embarqué dans des considérations qui sont quand même très générales et qui me paraissent assez éloignées en fait des questions qu'on doit traiter, parce que, enfin, on peut discuter sans fin, de savoir à quelle distance on se trouve d'un idéal qui serait une économie de marché pure et parfaite. En gros, c'est ça. Hein, je veux dire. Non. Et de dire, comme on est loin de cet Pas du tout, idéal, c'est pas il ne ça. faut pas s'attendre à ce qu'on ait de la croissance, etc. Mais bon, malheureusement, c'est pas comme ça qu'on doit analyser les choses. Il y a des tas de raisons, bonnes,
et mauvaises, qui font qu'on est éloigné d'un système d'économie pure et parfaite. On a dans ce système d'économie qui n'est pas pure et parfaite un certain nombre de marchés qui fonctionnent et qui donnent des signaux de prix, et ça c'est une évidence. Je veux dire, les prix sont pas administrés, les salaires sont pas administrés, donc enfin voilà. On vit dans une économie globale dans laquelle, oui, les gens vont à l'étranger. Voilà, il y a 15 ans, les jeunes étudiants français n'allaient pas du tout à l'étranger. Les universités ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir les envoyer à l'étranger et avoir des étrangers qui viennent en France. Globalement, aujourd'hui, les soldes d'étrangers qualifiés et de Français qualifiés sont à peu près équilibrés, donc il n'y a pas de brain drain sur la France, puisque, oui, il y a aussi de plus en plus de jeunes étrangers qui viennent travailler en France, étudier en France, et qui restent et qui travaillent en France, etc. Bon, ok, je veux dire, mais toutes ces considérations sont très intéressantes, elles sont très générales, mais elles nous éloignent quand même du sujet, c'est-à-dire que... Vous voulez parler de la politique de l'offre là, par exemple, la politique de l'offre, je veux dire, voilà, alors on peut parler des faux prix, on peut parler de ceci, de cela, mais on n'est pas dans le sujet. On n'est pas. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que ces considérations soient d'une très grande pertinence par ailleurs. Mais ça, c'est un autre point. Et sur la politique de l'offre, alors, la politique de l'offre, la faiblesse de cette reprise par rapport aux autres, où généralement chaque reprise est toujours plus faible que la précédente. Alors, la politique de l'offre, c'est intéressant parce que ça a été une politique menée de façon très constante par le gouvernement, avec énormément de moyens qui ont été mis dedans. Et avec un souci d'évaluation, vous avez signalé le comité de suivi piloté par France Stratégie, qui conclut à des résultats qui sont mitigés. Alors, il y a une première chose sur pourquoi il y a des résultats mitigés. Un point qui est très important à comprendre sur la politique de l'offre, c'est qu'elle produit des résultats lentement. Ce qu'on voit aujourd'hui, en 2016, ça a commencé fin 2015. C'est une surprise d'ailleurs. C'est que le taux de marge des entreprises s'est amélioré. Mais le fait que le taux de marge des entreprises s'améliore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que principalement, tout ce qui a été mis dans la politique de l'offre est allé dans le bilan des entreprises. Oui. Donc elles l'ont pas utilisé pour investir, elles l'ont pas utilisé pour embaucher, elles l'ont pas utilisé pour baisser les prix. Elles l'ont utilisé pour rétablir leur situation financière. Et donc, on s'étonne qu'il n'y ait pas d'effet. Mais si, il y a un effet, il est précisément sur le bilan. Mais si c'est sur le bilan, c'est pas dans le reste de l'économie. Qu'est-ce qu'on attend ensuite d'une politique? Les marges, elles ont retrouvé leur niveau d'avant-crise. Oui, non, bien sûr. Mais dans certains secteurs, on est légèrement inférieur à elles sont à peu près la moitié des marges en Allemagne. C'est tout à fait exact. Pas la moitié quand même, Charles. Quasiment. Non, c'est pas la moitié. En Allemagne, elles sont très inférieures à l'Allemagne et à l'Angleterre. En plus, en Bretagne. On n'est pas à 62% de marge en Allemagne. Si on veut, oui. Plutôt à 22-23 par rapport au PIB. La marge brute, elle est à 30%. La marge brute d'autofinancement telle que la donne l'INSEE, elle est plutôt à 21-22. Bon, par ailleurs, il faudrait qu'on regarde des marges nettes, parce que la structure de capital n'est pas du tout la même en France et en Allemagne. Et donc, quand on corrige la consommation de capital fixe, et donc on calcule non pas une marge, mais plutôt quelque chose qui s'apparente à un profit avant impôt et avant distribution, là on arrive à des taux qui sont beaucoup moins différents entre les différents pays, parce que le fait d'avoir plus d'industrie et plus une structure capitalistique plus importante en Allemagne se traduit aussi par le fait que les taux de marge sont à l'avenant, les taux de marge bruts. Bon, enfin, mais ok, oui, donc ils ont été rétablis par rapport, et donc ça montre bien que c'était nécessaire. Hein, je veux dire, là-dessus, il ne s'agit pas de le contester. Mais par contre, il ne faut pas s'étonner que ça produise pas des résultats. C'est-à-dire, si le diagnostic qu'on fait, c'est les entreprises avaient des marges très très basses, elles étaient au bord de la faillite, et donc on a fait une politique de l'offre qui a rétabli leurs marges. Il ne faut pas se dire, mais où est l'investissement, où est l'emploi? En fait, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on nous a présenté le plan quand même comme étant quelque chose qui devait créer des emplois. Oui, mais la com a été ratée. Voilà. Alors, il fallait pas présenter ça comme ça. Exactement, et même, je pense. Difficile de dire, on fait ça pour rétablir le profit des entreprises. Vous voyez un homme politique bien sûr que c'est faire ça, difficile. Bien sûr que c'est difficile. Et je pense qu'en plus, en France, on a voulu croire que ça irait plus vite. Voilà. Après, on peut discuter de l'opportunité de cette politique compte tenu des délais qu'il y avait. Bon, toujours est-il, elle a été faite. Elle a des délais très longs. L'analyse que fait France Stratégie, qui est une analyse qui s'arrête à 2014 avec un petit bout de 2015, dit il n'y a pas d'effet emploi. Mais attention, il n'y a pas d'effet emploi en 2014. Attention, en 2014. Là où visiblement, au sens du Bureau international du travail, la fameuse inversion de courbe, elle pourrait être actée au sens du Bureau international du travail, pas les chiffres Pôle emploi, probablement à la fin de l'année. Hein. Elle est actée, l'inversion de la courbe. J'ai le graphique ici, juste je termine là-dessus. Bien sûr. J'ai un petit graphique ici. Vous considérez qu'elle est actée aujourd'hui? Qui est dans la note de conjoncture de l'INSEE, donc j'invite tout le monde à la consulter. Le chômage au sens du BIT, au sens du Bureau international du travail, donc c'est une définition qui est plus correcte que celle des demandes d'emploi en fin de mois publiées par Pôle emploi. On peut en discuter pendant des heures si vous voulez. Non, on va pas refaire la... Ce chômage-là, il était au troisième trimestre 2015 à son maximum, à 10,5 pour la France, y compris Dom-Tom.
Il est aujourd'hui à 9,8. Il est passé de 10,5 à 9,8. Le pic a été atteint au 3e trimestre 2015. Et donc, ça fait maintenant 3 trimestres. 4 trimestres qu'on constate une baisse du chômage. Un tout petit truc. C'est un point, hein, je veux dire. Non, mais ce sera un point politiquement important. Je l'ai pas sous la main, mais moi aussi j'ai mon petit graphique qui tue. Pour la première fois, c'était au mois de juillet, c'est Eurostat, hein, donc c'est voilà, donc taux de chômage, on est sur la même base. Pour la première fois depuis 2008, je crois, le taux de chômage en France est passé au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Hein. Donc on est, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un reflux général du chômage en Europe, y compris en Espagne, en Italie, et il est beaucoup moins fort en France. Donc on est passé, on a basculé quand même dans la deuxième partie du peloton. Et ça, c'est quand même un peu, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de dire la baisse du chômage est liée à la politique du gouvernement. Hein. Il y a quand même un reflux général du chômage, il y a quand même une reprise. Allez-y, Charles Gave. Le rétablissement des marges, peut-être la baisse de l'euro de l'année dernière a eu un léger effet sur le rétablissement des marges. Attribuer ça à une politique de l'offre... Il n'y a pas que la politique de l'offre. Ne parler que de ça, ça me paraît un peu... Elle y a participé. Un peu amusant. Il y a autre chose que la baisse de l'euro, ça rétablit les marges par quel mécanisme? Non, c'est plutôt... C'est pas par une diminution de la concurrence extérieure, par exemple. Ça surtout, ça baisse les prix de vente. Hein. La baisse de l'euro? Les exportateurs, ah bah oui. Les prix de vente, ils se refont leur marge. Ça dégrade les termes de l'échange. Non, ça fait monter les marges. Ça dégrade les termes de l'échange, mais ça peut aussi accroître les exportations. Ça augmente un tout petit peu le prix des importations. Donc, en termes de marge, c'est jamais très très bon une baisse du taux de... Bref, allez-y, continuez, Charles. On va pas faire un débat pour essayer d'identifier... Non, la baisse je voudrais simplement expliquer un truc, parce que une baisse d'une monnaie, ça favorise les entrepreneurs et ça défavorise les rentiers. Les gars qui vivent comme les fonctionnaires du pouvoir d'achat distribué par l'État, quand la monnaie baisse, leur revenu baisse. Par contre, les entrepreneurs qui vendent à l'extérieur, leur revenu monte. Donc, si vous voulez faire passer si vous voulez favoriser les entrepreneurs, en général, une dévaluation, ça gêne pas. Et c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Vous avez eu de grands succès économiques considérables, 92 en Suède, 94 au Canada, récemment avec M. Cameron. Ça passe toujours, une politique de l'offre est toujours accompagnée d'une baisse de la monnaie pour transférer de l'argent du rentier vers l'entrepreneur. Donc, m'expliquer que c'est gênant et tout, monsieur n'est pas entrepreneur, parce que sinon il le saurait. Non, mais c'est d'arbitrer entre le CICE, l'effet euro, l'effet pétrole. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que compte tenu de ça, par exemple, vous savez que la France, je crois, la dernière fois que j'ai regardé, je suis peut-être pas très à jour, mais il me semble que la France, son plus gros excédent extérieur, c'est avec la Grande-Bretagne. Et comme la livre vient de dévaluer un bon coup, et ben si vous voulez, il y a tous les gens qui vendent en Grande-Bretagne, eux, ils vont avoir du mal à maintenir leur part de marché. Donc ce que j'ai essayé de dire, c'est ne sous-estimez pas une seconde l'importance de ce qui est en train de se passer en Angleterre. C'est-à-dire les effets du Brexit que l'on commence. Non seulement les effets du Brexit, mais les effets du retour vers l'Angleterre, vers des marchés libres et non plus réglés par Bruxelles. C'est-à-dire... Vous y croyez à ça? Évidemment, je Parce que ce dont ont très peur les Anglais aujourd'hui dans le Brexit, c'est de perdre leur accès au marché européen et que justement tout l'investissement des entreprises qui produisent des voitures, par exemple, pour le marché européen, vont se dire... Ils ont un déficit de voitures, ils ont un déficit de voitures gigantesque. Donc, si vous voulez, ils vont plus acheter de Mercedes, ils vont acheter des Nissan faits La Suisse a un déficit de voitures considérable. C'est pas pour ça que les constructeurs automobiles s'installent en Suisse. Hein. Non, mais j'entends bien parce que c'est l'accès au marché européen pour Toyota. La question se pose de savoir est-ce que je construis mon usine Toyota en Angleterre ou est-ce que je la construis en Espagne ou en France. Compte tenu de la possibilité de perdre l'accès au marché européen et la normalisation européenne et le Made in EU qui est associé, oui, Toyota se pose la question. D'ailleurs, Toyota a dit, moi, je gèle mes investissements tant que je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je suis pas sûr que... Vous avez la conviction, Charles Grave, que le Brexit, à terme, sera bénéfique pour les Britanniques? C'est votre euroscepticisme qui ressort. C'est pas mon euroscepticisme qui ressort, c'est que regardez les domaines dans lesquels l'Angleterre est dominante. Vous prenez les 50 plus grandes firmes du monde dans le domaine de l'audit comptable. Il n'y a pas une firme européenne. Vous prenez, d'Europe continentale, vous prenez les 10 premières firmes dans le domaine, de la finance.
de la finance, de la gestion. Il n'y a pas une firme européenne. Vous prenez les 10 premières firmes dans le domaine du... Donc vous pensez, c'est drôle parce que tous les gens de la City sont quand même été contre le Brexit. Ils sont comme ça et c'est drôle. Mais ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. C'est un avantage pour eux. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils se développent, ils vont avoir une concurrence, une compétitivité extraordinaire. Ils vont s'installer puisqu'il y a un marché quand même. Vous avez entendu parler assez du passeport libre. financier? Ils vont peut-être aller à. Mais vous me faites rigoler. Je suis dans la finance. Je l'ai été toute ma vie. Mais non, mais c'est intéressant parce que c'est à courant de ce que. Mais c'est tout simple. Je suis à Londres. Je suis une grande société de gestion. Allez, Schroders est un de mes grands clients. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer 3 jeunes de 25 ans à Dublin, où ils ont déjà des bureaux, et ils vont offrir tous leurs services de Londres à partir du bureau de Dublin qui aura le passeport financier. Non mais vous croyez que les gens vont rester comme ça à se faire massacrer? Mais ça ne tient pas une seconde cette histoire de passeport financier. Et vous croyez qu'il suffira d'avoir 3 jeunes de 25 ans à Dublin pour avoir le passeport financier? Mais évidemment. Dublin, on va laisser l'histoire s'écrire quand même. Dublin, ça fait partie de l'Europe jusqu'à plus ample informé. Pour avoir le Ils l'ont déjà. Pour avoir le passeport financier. Mais ils l'ont déjà. Schroeder Dublin a déjà le passeport. Pour avoir le passeport financier, il faut que la plupart des activités soient dans la vous en zone savez rien, ça fait couverte par le négocier. passeport financier. Ah bah j'en sais rien. C'est le cas aujourd'hui en tout cas. On va laisser les Anglais négocier leur truc. On peut pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sortir de cette... Je vous signale que les exportations anglaises vers l'Europe n'avaient aucune croissance depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de croissance en Europe, à cause de l'euro et toutes ces saloperies-là. Donc n'imaginez pas une seconde que sortir du Titanic en débarquant à Southampton est une mauvaise idée. C'est rester sur le Titanic qui est une mauvaise idée. Mais débarquer sur la banquise, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais au moins, Ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez bien la finance. Mais je connais ça. Vous connaissez bien la City et votre position est ultra minoritaire parce que moi, à chaque fois qu'on voit quelqu'un de la City, enfin les derniers mois avant le Brexit, c'était il y a une réelle inquiétude. Il y a une réelle inquiétude. Donc, on va dire, vous avez une opinion contrariante dans le milieu que vous connaissez bien. C'est la seule façon de gagner de l'argent, si je peux me permettre. Si vous êtes avec tout le monde, vous n'en gagnez jamais. Mais un petit détail rapide. Vous vous souvenez, en 88-89, il y avait eu un énorme débat en Suisse. Est-ce que la Suisse doit rejoindre le marché commun? Tous les gens intelligents, tous les intellectuels, tous les hommes d'affaires voulaient rejoindre. Le peuple a voté non. Maintenant, ils s'en félicitent tous les jours. 92, 2002, je vais en Suède. J'ai de la famille en Suède, je la connais bien. Toutes les élites disent il faut voter pour rejoindre l'euro. Non, mais je pense tout le monde vote contre, le peuple a raison. Encore une fois, la démocratie fonctionne. Non, mais on a compris votre euroscepticisme. Mais la démocratie fonctionne. L'Europe n'est plus une démocratie aujourd'hui. Mais alors, je ne suis pas anti-euro, je suis anti-non-démocratie. L'Europe n'est plus une démocratie. De passer de l'euroscepticisme au fait que, automatiquement, avec le Brexit, le Royaume-Uni va s'en sortir, là, je pense que c'est ce qu'on appelle du wishful thinking. Pas du tout. En même temps, ça, c'est ce qu'on verra. Je vous signale que la bourse de Londres a monté comme une fusée. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, mais... Oui, mais je vous signale que ça fait longtemps qu'on compte les bouses en Europe et qu'il n'y a plus de croissance. Si on en est là, on en est. Et que ça n'entraîne pas de changement politique. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est pourquoi fait-on des élections en France, puisqu'on ne contrôle ni notre politique monétaire, ni notre budgétaire, ni nos taux de change. À quoi servent les gars qu'on va élire et qui nous coûtent si cher? Expliquez-moi. Moi, j'ai toujours eu la conviction que à quoi ils servent les Britanniques se relèveraient du Brexit de la même manière que je disais qu'on s'était quand même relevé de beaucoup de crises. Je pense que les Britanniques s'en relèveront et que je suis d'une famille britannique. Mon père disait toujours que les Anglais perdent toutes les batailles et gagnent toutes les guerres. Donc ils vont gagner. On a bien avancé là. Et Xavier Timbaud, la question de la semaine qu'on a posée, c'est de savoir si... Alors, la croissance est faible, la reprise est molle, ça va pas exploser en 2017, et tout le monde est en train de se demander si, pour avancer, il va pas falloir effectivement oser à nouveau du déficit, comme on l'a fait par le passé, et c'est une posture qui est maintenant totalement assumée par les candidats à la primaire de droite. Peut-on réformer le pays si on décidait de faire des réformes qu'on n'a jamais faites, les vraies, les sérieuses, les historiques, les structurelles? Là, est-ce qu'il faudrait effectivement en passer forcément par du 4, 3,8, 4,2% de déficit parce qu'il n'y a pas d'autre solution et qu'on ne pourra pas faire autrement? C'est une vraie question parce que c'est une question qui va occuper très largement le débat présidentiel. Non, c'est amusant. Hein. Comme question, c'est amusant. C'est amusant, enfin, c'est parce que c'est pas la moitié d'un paradoxe. C'est-à-dire que on vient de passer 5 ou 6 années à dire le déficit en France va tuer la France.
On va avoir les marchés financiers qui vont venir. On n'est que dans des paradoxes, je suis d'accord. Oui. Notre dette publique va atteindre 90% et vous verrez ce que vous verrez à 90% les taux d'intérêt. Il n'y a pas de croissance, par exemple. À la veille de l'élection de François Hollande, on disait François Hollande est pas crédible sur la dette et sur les déficits. Et donc vous verrez, les taux d'intérêt vont augmenter. La France, ça va être l'Espagne ou l'Italie, etc. Mais la BCE a peut-être aidé un peu ici. Ça, rien, on n'est plus dans un système de marché. S'il y avait des marchés, les taux français ne seraient pas où ils sont. Il est certain que si les marchés étaient complètement... Si la BCE ne contrôlait pas les taux longs... Cher ami, je peux vous raconter toute cette histoire, mais je veux dire, c'est pas un prix de marché. En disant ce que je dis, je ne trahis pas l'histoire et l'histoire telle qu'elle se produit. Mais ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'on Je voulais pointer la moitié de ce paradoxe. Ouais. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est assez amusant de voir les candidats de droite dire mais en fait, ces déficits, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la croissance, la dette, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'avoir la marge de manœuvre pour réformer. C'est comme ça qu'ils le disent exactement. Ouais. Cette fois-ci, on va l'en faire, mais ce sera des bons déficits. Oui. C'est un peu ça, quand même, le message. Oui. Moi, je suis complètement d'accord. Bon. Ouais, enfin, d'accord. Il y a deux choses. C'est vrai que bon, c'est vrai qu'il y a des paradoxes. Dans le détail, celui qui a commencé à tirer là-dessus, parce qu'il a un problème là, il faut qu'il remonte un peu des points, etc. C'est François Fillon, qui est pourtant une image, vraiment, lui, c'est l'homme qui a dit que la France était en faillite, bon, alors qu'il était à la tête du gouvernement, mais bon. Mais il démarre, quand il vous dit, en fait, les chiffres du gouvernement sont faux, ça sera pas 2,7 l'an prochain, ça sera 4. Donc déjà, il en colle un gros bout sur le... Sans aucune forme de preuve. Donc, si vous voulez, ce que je trouve très triste, et là-dessus, je suis d'accord avec Pierre Gattaz, qui est très critique sur les programmes de la droite, c'est qu'aucun n'a une vraie vision, si vous voulez. Il n'y a pas de réflexion sur, par exemple, le fait que le paritarisme en France, c'est le truc qui gère quand même le chômage, la sécu, les choses vraiment qui pèsent. C'est un système qui a été mis en place en 1944, donc le patronat, les syndicats. Il n'y a aucune réflexion là-dessus, parce que ça reste tabou. Enfin, Charles Gave, là, je le vois bouillir, mais ça reste tabou, on peut pas bouger. Donc les vrais trucs, la vraie réflexion pour un peu renverser la table, parce que c'est vrai que ça avance plus, il faut réformer et faire les fameuses réformes structurelles. C'est pas où est-ce qu'on va mettre le curseur des impôts. Tiens, on va baisser les impôts à fond et puis après on va devoir les remonter. Moi je trouve que c'est un peu inquiétant, quoi. Là, on a une espèce de dérive et je suis complètement d'accord avec Xavier Timbaud. On aurait dû partir. Je pense que là, il y a matière aujourd'hui à avoir une vraie réflexion à droite comme à gauche. Il y avait une réflexion qui avait été entamée sur la réforme, par exemple, de la fusion de la CSG, de l'impôt sur le revenu, des choses comme ça. On en pense ce qu'on veut, mais au moins, on sait que là, ça marche pas, quoi. On est en train de dévitaliser l'impôt sur le revenu. On fait monter en puissance un CSG qui est complètement inégalitaire. Vous voyez, à droite comme à gauche, il n'y a plus le logiciel est cassé, on est sur des vieux réflexes. Effectivement, on va coller la déficit sur le gouvernement actuel, comme ça on pourra... Je voudrais faire une remarque. C'est pathétique. On n'a plus beaucoup de temps, on a 2 minutes 30. Je vous une petite remarque d'économiste, comme ça, en passant. Toutes les dépenses dans le monde, toutes les recettes, etc., suivent la loi des rendements décroissants. C'est-à-dire que vous faites des dépenses de l'État pour faire des bonnes choses, ils font des routes, des hôpitaux, tout ça, ça marche bien au début, puis la rentabilité commence à baisser, etc. Arrive automatiquement dans le système économique un moment où une dépense marginale de l'État en accroissement la rentabilité devient négative. C'est-à-dire que, par exemple, il est tout à fait évident qu'un pays comme le Japon, s'il bâtisse un pont de plus, le PIB baisse en termes absolus, parce qu'on a atteint le rendement négatif. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai vu un certain nombre de pays se réformer. La Suède, que j'ai déjà mentionné, le Danemark, la Grande-Bretagne, etc. Ça s'est toujours passé. Le Canada, ils ont baissé les dépenses de l'État de 30% en un an. Ils ont dévalué leur monnaie. Okay. Ils ont dévalué leur monnaie et tous les Keynésiens sont sortis du bois en disant il va y avoir une dépression. Moyennant quoi, ils ont eu 12 ans de croissance sans récession immédiatement après. Donc on parle pas de la Suède, là on parle de l'économie mondiale. On parle du Canada. Et on parle de la pression déflationniste qui s'installe dans la pression déflationniste, elle est créée par la demande étatique. Mais elle est pas créée par la demande étatique, puisque, enfin, non mais vraiment là, je veux dire, elle est créée par de l'argent qui est dépensé qui sert à rien. On est la tête à l'envers. Je veux dire, on peut parler du rendement marginal décroissant des dépenses publiques, mais c'est pas le point. Mais si, c'est le point, parce que c'est la situation de l'économie mondiale. Mais si vous voulez faire monter la croissance, vous faites baisser les dépenses de l'État. C'est la question des anticipations d'inflation et des politiques monétaires de la trappe. Les anticipations d'inflation, c'est un truc d'économiste, personne n'y croit. Ah oui, ça marche pas. Non, mais vous commencez en disant je vais vous faire une remarque d'économiste, puis maintenant vous me dites c'est un truc d'économiste. Mais le rendement, les anticipations d'économiste. Mais le rendement des croissances, c'est quand même un machin qui existe. C'est un truc d'économiste.
Mais tout le monde. Non, c'est pas un truc d'économiste. Ah, Vous si, buvez un ça verre me d'eau, croit. le premier verre d'eau vous fait plaisir, le deuxième vous fait moins, et le troisième vous fait moins. C'est pas un truc d'économiste. Non, mais un c'est truc de pas, la c'est pas santé, avec ça. des verres d'eau qu'on va arriver à analyser la situation complexe dans Mais laquelle. en tout cas, c'est certainement pas en prenant l'analyse keynésienne. Hein. Je suis désolé, mais. L'idée que la croissance, J'ai même l'idée pas que parlé l'État crée de la d'analyse keynésienne, croissance, l'idée que l'État crée de la croissance est une idée farfelue. Et Charles, on n'en Regardez, pas à se en demander. France- Non, mais là, on n'en a pas parlé. On Non, mais en parlait pas France, du on est plan de passé de relance. 47 à 57 Ouais, ouais. de PIB, et on se demande pourquoi on n'a pas de Mais croissance. on n'en est pas à se demander si l'État crée de la croissance ou pas. Tout le monde est en train de se Là, demander. c'est- mais la Oui, non, question, On mais se tout demandait le ce qu'il y a monde- dans les programmes Est-ce qu'on de va droite, passer de est-ce que c'est 57 à crédible 60 C'est ça ce que vous dites. On va pas y arriver. Non, c'est qu'au niveau mondial, pour reprendre ce que Mais tu pourtant, dis, c'est évidemment, ce que plus les personne politiques n'a de solution clé en main pour savoir comment on va inverser cette désinflation, on va dire. Et tout le monde se demande. Et alors, il y a eu certaines grandes maisons comme le FMI, l'OCDE, qui ont fait la Peut-être retourner au prix de marché, non? Ça marcherait peut-être. Si on avait des prix pour les taux d'intérêt et les taux de change, peut-être le capital pourrait être alloué convenablement. Je sais pas, j'ai une idée comme ça, en passant. J'ai l'impression Vous que avez entendu parler de la Grande Dépression? c'est pas La la grande veille. dépression, on a fait des droits de douane, on a fait des augmentations d'impôts, Bon. on a fait toutes les erreurs dans le bouquin. On s'est fait une guerre, on en a pas raté une. Donc en fait, la Grande Dépression, c'est parce qu'on a monté les droits de douane. Bien sûr, tout le monde la relate. Vous savez, c'était les États-Unis Non, qui ont c'est passé. un facteur amplificateur, mais on dit pas que c'est la source de la Grande Dépression. c'est bon. Bon, on n'aura pas mais traité bon. le programme que j'avais prévu, ça Non, pas pas du dû se tout. dire. Le truc est parti un peu en vrille. En vrille. Ben, ça fait rien, c'est amusant. Voilà, l'essentiel, c'est le débat d'idées. Ouais, mais à part que recréer de la croissance au niveau mondial, plus personne ne sait comment faire. Et les banquiers sont trop d'accord, il faudrait qu'ils changent. Non, mais là où je suis d'accord, Charles Gave, il pète les plombs, parce que là, il y a un vrai retournement. C'est vrai, vous le disiez, le FMI, le CDE, maintenant, tout le monde est keynésien. Moi, je me Donc, souviens à l'époque où Mais ils... le FMI, quelle est la dernière fois où ils ont eu raison? Moi, je suis pas sûr que quand le FMI et tout le monde devient keynésien, il faille péter les plombs et retourner à, Non, mais Non, mais à c'était du pour... keynesianisme. On a terminé, C'était pour messieurs. en hein, envoyer on a une terminé. petite dernière dans les 30 dernières semaines. On a terminé. Le FMI, il invite au keynésianisme les pays qui en ont les reins, enfin qui peuvent se le permettre quand même. Hein. C'est quand même un point absolument essentiel de la communication. Non, mais c'est amusant que le FMI, le CDE, berceau du Non, mais bon. libéralisme, soit maintenant devenu passé de l'autre bord. Mais Voilà. honnêtement, c'est assez dur de s'y retrouver. Comme à mon avis, il a été dur de s'y retrouver dans notre échange de ce matin. On a fini, Charles Gave. Je suis C'est désolé. pas grave, mais non, mais on peut continuer. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que entre le keynésianisme et dans le fond le marxisme, il y a une idée commune qui est qu'il y a des gens intelligents qui peuvent gérer le système mieux au sommet. Charles Gave, Pierre-Henri de Menton avec les salaires des cadres à la une cette semaine et Xavier Timbaud avec nous. On se retrouve lundi à 9h.